Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour les Polyphonies d'Orlan. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un gros morceau, puisque nous allons nous occuper d'évoquer une première fois l'opéra. Alors je dis une première fois, car il ne va pas être possible pour moi de parler de tout en ce qui concerne l'opéra en une fois. L'idée, c'est de vous faire un premier numéro d'ensemble pour vous expliquer, on va dire, les principales logiques, et ensuite, je ferai d'autres numéros pour parler des différentes facettes de l'opéra. Ça pourrait être la naissance de l'opéra, ça peut être l'opéra allemand, l'opéra français, les sous-genres de l'opéra. Tout est possible et ça se fera au fur et à mesure dans le temps. L'opéra, qu'est-ce que c'est? Pour donner une première définition, une définition un peu simpliste, on peut dire que c'est du théâtre dans lequel les acteurs chantent. Et je vous dis que c'est une définition un peu simpliste parce que il existe beaucoup d'exceptions et de variantes à cette formule, pour ainsi dire, basique. Les exceptions, je vous en donne déjà deux. Vous avez l'opéra comique ou le Singspiel en allemand. C'est deux choses différentes, c'est deux sous-genres différents. Eh bien, l'opéra comique et le Singspiel, tous les deux comportent des parties parlées. Donc on voit que, quand je vous dis que c'est chanté, c'est pas toujours chanté. Parfois, on a des parties parlées. On va donner une définition un peu plus complète. Parce que, de même que lorsqu'on dit l'opéra, ce sont des acteurs qui chantent, on omet beaucoup de choses en fait dans l'opéra. L'opéra, c'est une combinaison de traditions littéraires dramatiques avec une musique instrumentale et vocale, tout en y adjoignant des arts visuels pour, ouvrez les guillemets, raconter une histoire. Donc vous avez l'aspect littéraire, dramatique qui est important, vous avez l'aspect musical, et là, vous avez deux composantes, la voix et la partie instrumentale, et puis vous avez aussi des arts visuels. Et les arts visuels, c'est quoi? Bien, ce sont les décors, les costumes, la scénographie, les danses s'il y en a, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est important, et ça compose l'opéra. Parce que l'opéra, on y va pour écouter, mais aussi pour voir, justement, ces acteurs et actrices qui chantent. Si tous les opéras combinent ou fusionnent parfois, ce qui n'est pas la même chose, musique, fiction dramatique et spectacle, il est tout de même possible de s'interroger au sujet des interactions et de l'équilibre entre ces modes d'expression. Par exemple, quelle est la place de la musique dans cet ensemble? Parce que même si la musique y occupe un rôle prédominant, l'équilibre de tous les éléments évolue en fonction du temps et des sous-genres d'opéra. Et là, il faut bien le comprendre. On a des opéras où la musique est beaucoup plus importante que le texte. Prenez par exemple, je dirais l'opéra Seria. Donc c'est un opéra baroque italien qui va s'exporter dans toute l'Europe. Si vous écoutez chaque fois le texte, c'est très difficile et vous avez énormément de vocalises qui sont faites, si vous voulez, pour jouer avec la voix. Et les chanteurs, chanteuses prennent énormément de plaisir parfois à chanter ça et à s'exhiber vocalement d'une certaine manière. C'est pas du tout la même chose dans la tragédie lyrique. La tragédie lyrique, c'est l'opéra baroque français, si vous voulez, c'est une réaction à l'opéra seria italien, où là, le texte est beaucoup plus important. D'accord? Donc, c'est un peu des cas, on va dire, un peu extrêmes, un peu antinomiques, mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir justement des équilibres différents. Lequel est le meilleur? Il n'y en a pas de meilleur. Ce qui est important de comprendre à cette étape, c'est qu'il existe des sous-genres dans l'opéra et que l'opéra, c'est pas un bloc monolithique. Et comprendre ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que même si vous ne travaillez pas dans la musicologie ou si vous n'êtes pas musicien, mais on n'écoute pas de la même façon un opéra de Richard Wagner, un opéra de Mozart, de Monteverdi ou même de Handel. Parce que si vous le faites, vous allez vous casser les dents. Savoir quoi écouter, quand et comment le faire, eh bien c'est très utile pour mieux appréhender cet art qui, il faut bien le reconnaître, est très sophistiqué. Pour mieux faire comprendre l'effet que produit ou peut produire un opéra sur un néophyte, eh bien j'aimerais vous lire le témoignage d'un jeune garçon qui découvre
l'opéra justement. Arrivé chez lui, Édouard se précipita d'écouter l'opéra acheté. Il avait espéré retrouver les sensations éprouvées le jour de son anniversaire, en vain. L'ouverture se voulait prometteuse, mais passé les premières exaltations, force fut de constater qu'il ne comprenait pas cette musique nouvelle. On entend ici et là qu'en musique, il convient plus de sentir que de comprendre. Grossière erreur. Écouter un opéra sans savoir comment équivaut à aller au casse-pipe. Édouard, malgré son envie, malgré sa bonne volonté, n'avait pas acquis les connaissances suffisantes pour apprécier une œuvre d'une telle ampleur. Il avait certes entendu parler de la différence entre numéros et récitatifs. Il connaissait l'existence et la fonction d'une ouverture, savait désormais qu'il existait plusieurs actes dans un opéra, mais il n'avait jamais goûté à la pratique. Le résultat fut décevant. Édouard s'était attendu à retrouver une intensité égale tout au long de l'œuvre. Il en avait manqué le rythme. Il était passé à côté des nombreux morceaux de bravoure qui parsèment pourtant ce célèbre opéra. Oserais-je le dire, même l'air du champagne fit pchit. Bon, j'espère que vous avez reconnu en fond cet opéra. Hein, normalement, vous le savez, c'est... Bon, c'est l'air du champagne, justement, de la Traviata de Giuseppe Verdi. Bon, qu'est-ce que nous dit cet extrait? Eh bien, on voit que, justement, si vous voulez écouter un opéra, sans comprendre sa structure, sans comprendre, justement, les éléments qui le composent, le risque, c'est que vous allez vous essouffler, un peu comme si vous vous préparez à un 100 mètres, et en fait, vous allez courir un marathon. Vous ne tiendrez jamais jusqu'au bout. D'accord? L'effort à fournir est différent en fonction du sport que vous faites. Eh bien, quand vous écoutez de la musique, la manière d'écouter, c'est aussi très différent en fonction du genre, du sous-genre, de l'époque, du compositeur et, j'allais dire, de la musique que vous voulez écouter en elle-même. Donc, très important de comprendre que l'opéra, souvent, très souvent, il est divisé en plusieurs actes qui sont variables et en plusieurs scènes. Alors, pourquoi je vous dis que ça c'est important? Parce que cette division, elle peut être articulée par des pauses ou par des moments musicaux. Donc vous comprenez déjà que s'il y a plusieurs actes, vous avez des coupures justement dans l'opéra. Eh bien, dans ces coupures, on peut intégrer de la musique. Et quelle musique on peut intégrer par exemple? La musique instrumentale. Donc vous avez des ouvertures, vous avez des interludes, des préludes, ça dépend comment on va appeler ça. D'accord? Et donc tout ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que la musique, qu'elle soit chantée ou instrumentale, elle prend du temps dans ce spectacle, beaucoup plus que si c'est simplement parler. Donc il y a une influence sur la structure de l'opéra et sa consommation. La musique, c'est aussi des émotions. Donc la musique, elle a un rôle dans l'expression dramatique. Et là, on peut se poser la question justement de comment structurer l'avancée de l'action dramatique et l'intensité des émotions. Parce que si vous jouez une pièce instrumentale pendant un entracte, vous ne faites pas avancer normalement l'intrigue. Alors, il peut y avoir des exceptions et on peut jouer avec ça, mais globalement, non. Quand vous avez un chanteur ou une chanteuse qui chante pendant 8 minutes un air avec le même texte qui revient en boucle, mais vous voyez bien que justement, l'action dramatique n'avance pas. Et au contraire, quand vous faites avancer l'action dramatique, c'est peut-être plus difficile de faire passer des émotions et de rester un peu sur ces émotions-là. Donc il y a plusieurs moyens de faire ça, c'est une évidence, mais une des manières emblématiques est d'alterner entre l'action et les émotions internes des personnages. Donc on va diviser les actes et les scènes en différentes parties. On a par exemple les récitatifs, les arias ou les ensembles. Les ensembles, ça peut être des duos, des trios, des quatuors, c'est-à-dire des duos, vous savez, c'est deux personnages qui vont chanter, trio 3, quatuor 4, etc. etc. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que
il faut comprendre ce que c'est qu'un récitatif, il faut comprendre ce que c'est qu'un aria. Le duo ou les ensembles, on va dire, je vais moins revenir dessus parce que bah, c'est plus peut-être des parties chantées ou des parties de récitatifs. Vous avez des personnages qui vont se parler, on peut utiliser le récitatif. Vous avez deux personnages qui vont se chanter l'un l'autre, bah, on peut le faire aussi en duo, d'accord? Donc, une possibilité, c'est de faire passer l'action par les récitatifs. Et les récitatifs, c'est quoi? Les récitatifs, c'est une sorte d'amplification du langage parlé. C'est une sorte de chant parlant qui est à mi-chemin entre le chant et la déclamation. Mais cette déclamation, elle va dilater le temps réel nécessaire au déroulement de cette parole. Donc, c'est ça que vous avez parfois, vous savez, l'orchestre qui fait un accord, et puis vous avez le chanteur qui chante, parle en même temps, c'est un peu bizarre. Eh bien, ça permet, si vous voulez, de faire passer un peu plus vite l'action que s'il chantait complètement et d'associer, si vous voulez, le rythme, le tempo et les hauteurs que produit le langage parlé. Donc inscrire l'opéra dans un peu plus de, bon, je ne sais pas comment le dire, de réalisme, de réalité. C'est un peu compliqué parce que, bien sûr, que quand vous écoutez un récitatif, personne ne parle vraiment comme ça. C'est d'ailleurs fondé sur le rythme, le tempo et les hauteurs que produit le langage parlé pour la déclamation de poésie. Parce que n'oubliez jamais, nous sommes dans de l'art. Donc, il faut comprendre cette base-là. Mais en tout cas, c'est de donner une légitimité à cette façon de faire. Et en général, on se base sur des choses qui préexistent déjà. Donc la déclamation de poésie, ça se fait. Vous déclamez la poésie, pas de la même façon que vous discutez avec un ami ou vous faites un discours devant des gens. Mais de même que le discours, vous ne parlez pas de la même façon quand vous faites un discours et quand vous parlez normalement. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de vous adapter à votre public. Quand j'ai une audience devant moi d'étudiants, je ne parle pas du tout de la même façon que je parle avec le micro. Si je parlais de la même façon quand je suis en cours en amphithéâtre et quand j'ai un micro, vous n'allez plus rien entendre parce que je vais hurler dans le micro. En fait, ma voix doit porter beaucoup plus loin, donc c'est une manière de poser la voix qui est totalement différente. Ça va? Dites-vous que pour le récitatif, c'est la même chose. C'est une façon de poser la voix et qui fonctionne bien dans l'opéra, qui soit acceptable. Voilà. Autre chose, le récitatif, il est très utile. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de chanter dans une langue étrangère que de la parler. Et l'exemple qu'on peut donner, c'est que, si vous voulez, quand vous parlez dans une langue étrangère, vous allez avoir souvent un accent. L'accent, pourquoi? Parce que c'est les tons. En fait, c'est l'accent tonique qu'on ne va pas mettre au même endroit quand on parle. En anglais, en français, il ne se met pas au même endroit, en allemand aussi, etc. C'est la prononciation parfois. Mais quand vous avez la partition, les notes, les hauteurs, eh bien vous avez toute une partie en fait qui est escamotée justement par ça, et donc l'accent se fait beaucoup moins sentir, si vous voulez. Alors c'est pas toujours vrai, et c'est un peu étrange. Je vous donne mon cas, c'est quand je chante en chinois, j'ai moins d'accent que quand je parle en chinois. Par contre, quand je chante en anglais, l'accent francophone sort beaucoup plus. Donc j'évite de chanter en anglais. Mais, mais c'est vrai en plus ce que je vous dis. Mais donc, voilà, comprenez que le récitatif, il est intéressant parce que c'est un moyen où on reste dans de la poésie, on reste dans du beau, mais qui fait avancer l'histoire un peu plus vite, tout en lui donnant une certaine noblesse de la déclamation, du parler chanté. On a à côté de ça les arias. Les arias, c'est quoi? Ce sont les parties chantées, si vous voulez. C'est le chant. Et l'aria, souvent, fait sortir le spectateur de l'intrigue. Donc il faut comprendre les fonctions de l'aria. Parce que souvent, vous allez me dire, ah moi l'opéra, je peux pas parce que vous avez quelqu'un qui prend un coup de couteau dans le cœur et qui fait ah je meurs, je meurs, je meurs pendant 5 minutes comme ça. Et bon, vous savez très bien que, enfin, on peut très bien imaginer que si on a un coup de couteau, on va pas chanter s'époumoner comme ça pendant 10 minutes pour le dire, on ne pourra pas parler. Autre chose, c'est que dans l'opéra, on voit souvent que c'est du carton-pâte.
Souvent, on ne croit pas aux situations de l'intrigue. D'ailleurs, c'est quelque chose de personnel, mais je pense bien souvent que l'intrigue est secondaire parce que vous avez cette question de la musique. Je le dis déjà ici, beaucoup d'opéras, la plupart des opéras, sont basés sur des œuvres qui existent déjà et qui sont connues du public, où on va réécrire certains passages, où on va étoffer peut-être un peu, mais et personne ne se pose la question de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, il faut comprendre ça. C'est la littérature, l'art, c'est pas une question simplement de lore ou d'histoire, si vous voulez. C'est aussi des émotions. Et l'opéra, ça sert avant tout à donner des émotions, justement. Donc, il faut comprendre ces fonctions de l'aria. Si c'est pas dans le réalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est révéler ou exposer des impressions subjectives, des impressions intérieures d'un personnage. Ça, c'est un moyen très utile pour ça. Donc, on peut dresser un portrait émotionnel, justement, d'un personnage. Et comme exemple que je peux donner, c'est un exemple que j'avais eu quand j'étais étudiant, c'est une œuvre de Handel, Georg Friedrich Handel. C'est dans son opéra Alcina, très joli, et c'est le Tornami a Vagheggiar. Ça, c'est vraiment très joli, ça fait tam pam 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 pararim pam pam. Tu ta 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 pam pararim pam pam. Pi pa 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 pa. Bon, ça continue comme ça. Vous avez une partie instrumentale. C'est très intelligent, hein, parce que c'est une sorte d'aria. C'est un aria da capo. Je vais l'expliquer une prochaine fois, mais je vous le dis vite ici. Donc vous avez une sorte de petit prélude instrumental qui vous donne la mélodie, si vous voulez, sur laquelle on va partir. Puis vous avez la chanteuse qui va chanter. Donc ça c'est la partie A. Puis vous avez un postlude instrumental qui va amener à la partie B. La partie B, c'est la chanteuse qui reprend, mais elle va contraster avec la partie A. C'est-à-dire la partie A, c'est plutôt joyeux, flamboyant, et la partie B, on est plus dans de l'inquiétude, on est plus dans quelque chose de moins sûr, moins stable. Et puis après, on a le retour de la partie A, et c'est même une partie A', parce que là-dedans, c'est une formule de l'aria da capo, le chanteur ou la chanteuse peut montrer toute sa virtuosité, et au lieu de répéter bêtement en fait la partie A, eh bien, il va s'amuser justement à improviser, si vous voulez, des parties là-dessus. Donc l'orchestre joue la même chose, mais le chanteur, la chanteuse, peut se lâcher et montrer justement tout son brio. Et pourquoi je vous parle de cet extrait-là? Parce que justement, c'est vraiment très joli et ça marche très bien avec le texte. Le texte, c'est quoi? C'est Morgana, qui est la sœur de la magicienne Alcina. Et Morgana, elle chante littéralement son amour pour Ricciardo, qu'elle vient de rencontrer. Alors, je vous dis, hein, en réalité, Ricciardo, c'est pas Ricciardo, c'est Bradamante qui est déguisé. Bon, donc vous voyez, je ne vais pas aller plus loin dans, dans le scénario parce que ça n'a pas de sens. Enfant, ça n'a pas de sens. Retenez que elle vient de rencontrer quelqu'un, elle éprouve beaucoup de sentiments pour lui, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Alors je traduis directement, hein. Ah, reviens me séduire, cette âme fidèle, ô bien-aimé, ne veut aimer que toi. Ça, c'est le texte de la partie A. Et quand vous l'écoutez, vous vous dites, mon Dieu, que ça dure longtemps. Ben oui, parce qu'elle répète chaque fois les mêmes phrases, les mêmes mots, elle revient, elle va en avant, elle va en arrière. Donc vous voyez bien que dans ce mode-là, le texte importe moins que la musique, en fait, si vous voulez. La partie B, contrastante, je t'ai déjà donné mon cœur, mon amour sera fidèle, jamais je ne te serai cruel, chère espérance mienne. Et la partie A', dont je vous avais parlé, pour cette sorte d'aria-là, eh bien, c'est exactement le même texte qu'on avait auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'elle chante en réalité? Eh bien, elle chante le moment où vous tombez amoureux de quelqu'un et vous vous laissez, si vous voulez, posséder par cet amour. Et quand on tombe amoureux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a du mal à contrôler justement son corps, on a du mal à contrôler ses émotions, on ne sait pas ce qui se passe, on est pris d'une frénésie, on a envie de chanter justement, on a envie de sourire à tout le monde. Et puis d'un coup, donc ça c'est la partie A. Et puis d'un coup, on a la partie B. On se dit, ah mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que ça va vraiment aller? Est-ce que ça marche? Vous voyez, on a cette hésitation. Et puis d'un coup, paf, ça revient. Et on a non, je suis sûr, je suis sûr. Et on se laisse emporter par ces éléments-là. Et c'est ça qui est très très joli, c'est que justement, on montre des émotions.
À l'époque baroque, c'est des émotions un peu figées, si vous voulez, comme ça, mais je trouve que c'est des moments qui sont brillamment mis en musique parce qu'ils illustrent bien ce sentiment qu'on a là. Donc vous voyez, dresser le portrait émotionnel d'un personnage, c'est très utile pour faire passer des émotions. Et comprendre cette fonction de l'aria, c'est pas la seule, hein, mais je simplifie un peu ici, comprendre cette fonction et donc le fonctionnement de l'opéra, ça permet justement de sortir de la problématique du manque de réalisme qui lui est associé. L'opéra, ça c'est une nouvelle difficulté qui arrive, il évolue dans le temps et dans les styles. Il évolue aussi en fonction des langues et des régions. Alors régions à prendre au sens large, c'est des pays. Parfois on a des opéras, des sous-genres d'opéra qui vont coloniser, si vous voulez, euh, l'entièreté de l'Europe. Parfois on a des opéras qui sont associés à un pays ou une région ou une langue. Ça c'est possible tout à fait. On a beaucoup de formes différentes et beaucoup de sortes de récitatifs et d'arias différents. Donc de nouveau, vous écoutez pas un aria chez Verdi ou chez Handel de la même façon. Ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que en fait, il faut se documenter, je pense, il vaut mieux en tout cas, se documenter sur un opéra qu'on va aller voir pour savoir ce qu'il faut écouter, justement. Je vous ai dit, les ensembles, j'y reviens pas trop, parce que c'est un peu le même principe que soit le récitatif ou soit l'aria, mais avec plusieurs personnages en même temps. Ceci dit, je peux quand même dire un élément, c'est que les ensembles, attention, c'est pas les chœurs. Vous pouvez avoir aussi des chœurs, donc les chœurs, c'est plein de personnes qui chantent le même chant, si vous voulez, en même temps. Les duos, ce sont des dialogues chantés, si vous voulez. Et les dialogues, attention, les personnages, soit se parlent entre eux, je t'aime, bon voilà, etc. Soit ça peut être ce que l'un et l'autre pensent de l'autre. Vous comprenez? Donc c'est très troublant, mais de nouveau, c'est des parties qui ne sont pas forcément toujours des dialogues au sens commun du terme, mais bien sûr que leur chant est entremêlé ou s'affrontent au contraire. Ça va? Je dirais l'exception que je peux faire avec les ensembles, c'est tous les personnages qui se réunissent à la fin pour à la fin chanter ensemble quelque chose, mais chacun avec sa propre voix. Et ça peut être intéressant, ça se voit parfois dans certains opéras. Donc, vous avez aussi la musique instrumentale. Elle peut jouer un rôle et elle occupe une place de choix dans la structure et l'action de l'opéra. Première chose à dire pour la musique instrumentale, que vous l'entendez déjà, c'est l'accompagnement des chanteurs ou des chanteuses. Ça, c'est sûr. On peut avoir aussi la présentation des thèmes. Comme je vous l'avais dit dans l'exemple que je vous ai donné avec Handel, on a le thème qui va être chanté, qui est présenté à l'orchestre, et c'est très utile parce que le fait de le présenter une première fois permet à l'auditeur d'être préparé lorsque le chanteur ou la chanteuse va le chanter. Autre chose, bah, l'orchestre, c'est ce qui va lier les différentes parties pour créer un ensemble cohérent. N'oubliez jamais, un opéra est constitué de beaucoup de parties différentes, des actes, des scènes, des pièces rapportées de tous les coins. Mais il faut que tout soit lié pour donner ce sentiment de cohérence, parce que sinon vous partez dans tous les sens et ça marche beaucoup moins. L'orchestre, il peut aussi interagir avec les chants, parce que il peut y avoir une sorte de dialogue entre l'orchestre et le chanteur. Ça peut arriver. L'orchestre contribue enfin à l'atmosphère générale de l'opéra. Et comme exemple, eh bien, vous avez Richard Wagner. Richard Wagner qui, dans sa musique orchestrale, en fait, Wagner, c'est simple, il arrive à tout lier, à lier tous les éléments différents, à les fusionner, comme j'avais dit une première fois, pour en faire une pièce unique. Et chez lui, la musique instrumentale, elle joue un rôle capital. Vous ne pouvez pas l'enlever de l'opéra. Parce que vous avez par exemple ces préludes, ces ouvertures, ces interludes qui font partie du drame. C'est-à-dire que vous prenez par exemple l'ouverture de Tannhäuser. Tannhäuser, ça c'est vraiment magnifique, hein. L'ouverture, vous pouvez aller l'écouter, hein, parce que ça c'est vraiment très joli. Vous avez le thème des pèlerins.
Ti pom pi do, ti do do pi po do di, po pim po di, do dom pim pom po do di, dom po do. Bon, ça continue. Je pourrais le faire jusqu'au bout, mais je vous fais grâce de ça, mais j'aime vraiment beaucoup ce thème-là. Et surtout qu'il fait tout un travail orchestral où il présente une première fois ce thème-là, il va le contraster avec un autre thème, un peu plus anxieux déjà, puis il fait une montée en tension, en tension, en tension, en tension, et il nous redonne le thème des pèlerins, mais qui explose, si vous voulez, de manière étincelante, et qui vous prend aux tripes. Et ça, c'est le début de l'opéra. Tout de suite, ça vous met dans le bain. Et Wagner fait ça avec tous ses opéras. Vous prenez par exemple L'Or du Rhin, donc le prélude à la tétralogie, si vous voulez. L'Or du Rhin, c'est quoi? Eh bien, L'Or du Rhin, son ouverture, c'est le Rhin lui-même. C'est le Rhin mis en musique. Et c'est totalement fou. Et le Rhin qui gonfle, 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 musicalement, hein, on en reparlera une prochaine fois, mais ensuite qui se déverse musicalement et par les images dans l'action de l'opéra lui-même, puisqu'on a les figurins qui commencent à chanter, etc. etc. C'est prodigieux, franchement, c'est tout simplement incroyable. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses à dire, on en reparlera dans de nombreux épisodes par la suite. Dernière chose que j'aimerais dire quand même, c'est que l'opéra, ça naît à une certaine période. Du théâtre où on retrouve de la musique, du théâtre où il y a du chant, du théâtre même chanté à certains moments, ça existe depuis l'Antiquité. Et donc vous voyez que ma définition toute première que j'ai donnée en disant que c'est du théâtre chanté, eh bien ça ne fonctionne pas tellement parce qu'on doit faire une différence entre justement ce théâtre où on peut trouver du chant et l'opéra, l'opéra qui naît fin XVIe siècle, début XVIIe siècle en Italie, dans un contexte de redécouverte de la musique des anciens Grecs. C'est la Camerata Bardi, mais ça sera pour une autre fois. Je vous remercie et vous souhaite bonne écoute.